Bienvenue dans La Matrescence, vous écoutez l'épisode 126 de la saison 5. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. Lucie est une de mes meilleures amies. On s'est rencontrés il y a quasiment 20 ans quand on vivait aux États-Unis pendant notre année d'échange. Et véridique, c'était via Skyblog qu'on a fait connaissance et depuis nos vies se sont toujours croisées. Elle est venue vivre à Bordeaux il y a quelques années avec son amoureux Guillaume et ensemble, ils ont eu Ézéchiel, né à la maison, grâce au suivi de ma sage-femme Isabelle. Après l'arrivée de leur fils en 2020, ils décident de répondre à l'appel de l'océan et déménagent, et oui, vers La Rochelle. L'été dernier, Lucie tombe enceinte pour la 2e fois. Mais cette grossesse n'a rien du chemin paisible qu'elle a vécu avec son fils. Dès le début, Lucie comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal. Mais elle s'accroche à l'espoir que sa fille va s'en sortir. Le 25 janvier 2023, Lucie accouche de sa petite Tennessee, sans vie, atteinte du syndrome de DiGeorge et d'une malformation cardiaque. C'est un choix qu'ils ont fait ensemble avec Guillaume, le choix le plus difficile de leur vie, l'interruption médicale de grossesse. Nous sommes 3 mois après le décès de sa fille, et Lucie, avec beaucoup de lucidité et d'émotion, raconte son parcours depuis. C'est l'histoire de Tennessee, mais aussi de la résilience incroyable de sa maman, de la beauté de l'existence même de Tennessee. Cet épisode met en lumière la force salvatrice des groupes de parole menés par Sophie, qui a créé Au revoir le podcast. Alors un grand merci à toi, Sophie, d'aider toutes ces femmes et ces hommes. Merci ma Lucie pour ta confiance, merci d'avoir accepté de parler. À tous les parents endeuillés, cet épisode intervient 4 ans après la création du podcast parce qu'avant ça, j'étais pas capable d'accueillir vos émotions. Je vous prie de m'en excuser si ça vous a affecté, sincèrement. Je pense fort à vous toutes et à vous tous, vous êtes vraiment, vraiment incroyables. Merci ma Lucie, encore une fois. Cet épisode est pour Tennessee et Ez, tes enfants à jamais. Salut Lucie. Salut Clem. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur, d'avoir accepté. Parce que je sais que c'est pas du tout un exercice facile, ni quelque chose auquel tu t'étais préparé ou tu avais envisagé de faire, donc tu as accepté. Et on est là pour parler de Tennessee, on est là pour parler de toi et de Ez, et de Guillaume aussi, si tu as envie. Mais est-ce que tu peux nous raconter déjà une question que je pose quand même, que je posais beaucoup au début du podcast, ça t'a fait quoi de devenir maman de ton premier garçon, de Ez ? Je vais essayer de ne pas pleurer dans les 5 premières secondes du podcast. Alors moi, pendant ma grossesse avec Ez, donc mon premier garçon, mon premier enfant, qui a 2 ans et demi, ma plus grosse angoisse, c'était de ne pas l'aimer. J'avais ce truc où je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais est-ce que je peux ne pas aimer mon enfant, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et moi, mon gros choc quand j'ai accouché, c'était waouh, mais c'est dingue à quel point je l'aime, quoi. Et ça, c'est magique de ce sentiment-là où tu rencontres une personne toute nouvelle, toute parfaite, toute belle, qui change ta vie. Et qui te transforme, quoi. Qui transforme ta vie de couple, ta vie de femme. Tu l'aimes d'un amour infini, donc c'était fabuleux, quoi. On est devenu une famille avec Guillaume, donc c'était beau, c'était rose. Il y a eu des hauts et des bas, évidemment. Je
je peux rentrer dans le postpartum un peu difficile, la solitude. Mais maintenant, avec du recul, évidemment, c'est pas la même douleur que pour Tan. C'était, tu vois, c'était dur, mais jamais, j'étais pas dans un monde dark, quoi. Il y avait quand même toujours du beau. J'étais tous les jours trop heureuse d'être avec mon fils. Il m'apportait beaucoup d'apaisement, tu vois, toutes les siestes, même si j'arrivais pas à le poser une seule seconde et que j'avais toujours dans les bras, toujours au bout. Il n'y a pas une seconde où je me suis dit que je regrettais, tu vois, c'était pas dark. C'était dur, mais c'était pas dark. Et puis t'es passé de « est-ce que je vais aimer mon fils ?» ou ce bébé ou cet être humain à « ça fait 2 ans et demi que j'allaite et on a toujours une connexion particulière. » J'allaite encore, il a 2 ans et demi. Et pareil, je me suis dit, je me demande quel genre de maman je vais être. Est-ce qu'il va dormir avec nous la première nuit ou les 3 premières nuits ? Finalement, il a dormi dans mon lit pendant 11 mois. Donc ouais, tout ce que tu pensais être avant d'accoucher, finalement, tu peux le jeter par la fenêtre, quoi, parce que tu agiras au feeling, quoi. En fait, c'est ça, ce truc, c'est qu'on dit là. Avant d'avoir des enfants, j'avais des principes et puis je suis devenue parent. Et tu jugeais grave. Hein. Moi, je te jugeais un peu quand même. Ah, moi, j'imagine. On a toutes été cette personne qui juge celles qui ont des enfants quand nous, on n'en a pas. Comment ça ? Et là, elle dort encore dans la chambre de Clem. Elle dormait dans mon lit. Il dormait dans mon lit. Ah bah moi, dans mon lit, évidemment. Je peux même le dire aujourd'hui, j'ai 3 enfants, elles dorment avec moi. Les 3. Donc... Mais après, c'est le kiff aussi, je trouve, de s'endormir. Tu entends sa petite respiration, etc. Mais en fait, ça a permis de rendre les nuits faciles, tu vois. Parce que tu te lèves pas pour préparer un biberon, t'es pas en train de te... Je sais pas, j'ai pas fait autrement, mais pour moi, c'était plus facile, comme ça, d'allaiter à la demande, la nuit, sans ouvrir l'œil. Bon. Et donc, ce petit bonhomme a bouleversé ta vie, comme beaucoup d'enfants quand ils arrivent dans nos vies. Tu avais toujours voulu avoir 2 enfants ou la décision d'avoir un deuxième enfant, elle est venue comment ? Alors Guillaume, c'est une famille de 5 enfants, donc une famille de 7, recomposée un peu. Donc eux, ils ont toujours eu, tu vois, beaucoup de monde, etc. Donc pour Guillaume, c'était évident qu'il y en aurait plusieurs. Et moi, j'ai une grande sœur. Et moi, je vois pas ma vie sans ma sœur, tu vois. C'était vraiment un pilier dans ma vie. Ça l'est encore, évidemment. Et du coup, j'avais envie que Ez, il ait... Après, il y a des fratries, tu t'entends pas forcément, mais moi, j'avais envie que Ez, il ait cette possibilité d'avoir un pilier dans sa vie qui soit autre que ses parents, tu vois. Et donc, ouais, pour Guillaume et moi, c'était sûr qu'on en voulait un deuxième. Moi, au moment où j'ai accouché, au moment où on m'a mis Ez sur le ventre, là, j'avais envie de retomber enceinte direct. Tu vois, dans la seconde, je me suis dit, je veux retomber enceinte, je veux recommencer ça, c'était trop bien. Tu vois, donc je savais que j'en voulais un tout de suite après, quoi. Alors, on précise quand même que tu as accouché à la maison. Oui. Donc, tu as eu un shoot d'ocytocine qui est quand même très, très fort, même si je le dis parce que Lucie, elle a aussi accouché à la maison via mon expérience et elle m'a beaucoup détestée pendant l'accouchement. J'étais un peu insultée pendant l'accouchement, ouais. Je me suis dit, mais Clem m'a menti, en fait. C'est pas si simple. Parce que j'avais accouché de Jasmine un peu avant. Et 3 mois avant. Ouais, et pour moi, c'était très, très simple. Mais June a été un peu moins, j'ai déjà raconté. Et donc, oui, forcément, cet accouchement à la maison te donne un shoot d'ocytocine qui est très, très, très fort, pour le coup. Donc, c'est plutôt logique ce que tu ressens d'avoir eu envie tout de suite d'un autre bébé. C'est incroyable l'amour que ça déclenche quand on se prend ce shoot. Et Guillaume, lui, oui ou pas ? Pour le deuxième, d'enchaîner, on n'a pas vraiment enchaîné, mais Guillaume, lui, il s'est flagellé de ouf parce que, du coup, j'ai accouché d'Ez le 20 décembre. 2 semaines plus tard, il démissionnait. Et il lançait sa boîte. Enfin, la première année, quand tu es auto-entrepreneur, tu bosses, c'était des journées de, j'ai envie de dire 12 heures, mais c'était des journées, il se levait à 4 heures du mat, il rentrait à 20 heures, il était beaucoup en déplacement, tu vois, enfin, pour lui, c'était inconcevable de me laisser seule gérer 2 enfants, tu vois, il n'aurait pas pu être présent. Enfin, moi, évidemment, je travaillais au corps tous les jours de toutes les semaines, hein. Et lui m'a dit, écoute, chaud pour en parler, après la levée de fonds. Et la levée de fonds, ils ont signé la fin de la levée de fonds le 8 août de cette année. Et j'ai fait un test de grossesse positif le 8 août. C'est pas ouf, quand même. On n'a même pas eu le temps d'en parler, quoi. Le timing était dingue. Il était évidemment hyper content. Son associé qui était là aussi. En fait, je leur ai dit tout de suite parce que à Jean qui est l'associé
L'associé, c'est un de mes meilleurs potes, c'est lui qui m'a présenté Guillaume, etc. C'est le parrain de Ten, tu vois. Et j'aurais dit tout de suite à tous les deux, ils sont rentrés de Loche, et j'aurais dit, je l'ai dit d'abord à Guillaume, mais 5 minutes plus tard à Jean, tu vois. Donc, du coup, on a célébré en 2 temps la levée de fonds et l'arrivée d'un deuxième enfant. Alors, il y a Tennessee qui rentre dans votre vie. Je me souviens parce qu'on discutait énormément à cette époque-là, et tu sentais que tu étais un petit peu plus triste que d'habitude. Tu l'as senti tout de suite, ce rapport-là à ta grossesse, ou c'est venu au bout de quelques semaines, mois? En fait, du coup, je raconte un peu rapidement ma première grossesse, parce que ça a une importance après, et je vais me vanter un peu de ma première grossesse, parce que c'était juste l'expérience opposée. Avec Aise, j'étais vraiment, vraiment bien, tu vois. Je me sentais bien, j'ai continué à faire du sport pendant 9 mois quasiment, enfin... J'étais en super forme, un peu sensible, tu vois. Je pouvais pleurer pour une broutille, etc. Mais j'étais pas, je broyais pas du noir, tu vois. Et Ten, tout de suite, je dirais dans les 2-3 semaines qui ont suivi, j'ai commencé à beaucoup pleurer tous les jours. Et c'était pas le pleur parce que c'était pas hormonal, tu vois. C'était vraiment de la grosse tristesse. Et j'ai commencé à faire des recherches Google, dépression prépartum, à essayer de comprendre ce qui m'arrivait, tu vois, parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et tu penses pas tout de suite au pire, tu vois. Tu te dis... moi, je me suis dit, c'est sûr, c'est parce que c'est une fille. Ça doit être un truc hormonal, c'est sûr, c'est parce que c'est une fille. Mais c'était tellement dark que je me suis dit, bon, je vais quand même voir une psy, parce que c'est pas normal ce qui m'arrive, tu vois. Moi, le sport, c'est important dans ma vie. Je suis loin d'être une athlète, mais tu vois, je fais beaucoup de sport. Et j'ai arrêté même de marcher, tu vois. J'ai tout de suite arrêté tout dès que je suis tombée enceinte. J'avais plus d'énergie, j'avais plus trop de... Tu vois, j'avais plus trop de goût à la vie, quoi. C'était très étrange tout de suite. Et du coup, j'ai commencé à voir cette psy. Et moi, je lui disais un peu, je pense que c'est parce que c'est une fille, etc. Donc, on essayait de creuser dans cette direction, sans trop savoir. Arrive l'écho du 4e mois, je crois, où on me dit, c'est une fille, donc l'écho du sexe. Et donc les 3 premiers mois passent, écho, c'est une fille. Et là, je me dis, tu vois, un peu rassurée, tu vois, ça devait être pour ça, je comprends mieux, je le savais, tu vois. Et ensuite, le temps passe. Moi, franchement, j'étais dans une sale période quand même, parce que je sentais, en fait. Je sentais dès le départ que ça allait pas. Et ensuite, l'écho du 2e trimestre, donc l'écho où tu arrives un peu fleur au fusil quand c'est ton 2e, tu vois, tu te poses pas trop de questions, les 3 premiers mois sont passés, donc tu vois, t'as un bon suivi et tout, tu te dis, t'imagines pas jamais le pire. Et là, on arrive avec Guillaume. Guillaume est toujours hyper optimiste, il fait ses petites blagues, il fait rire la sage-femme, voilà. Et moi, tu vois, les échos, je fais pas trop attention parce que ça me parle pas. Enfin, tu vois, tu peux me montrer deux échos, l'une à côté de l'autre, je pourrais pas te dire qui est mon fils, qui est ma fille, tu vois. Je reconnais pas trop les trucs. Et du coup, je pars un peu dans ma tête, je rêve d'autres choses, tu vois. Je réfléchis, là où on va déj à midi, tu vois. Enfin, je suis à milieu de m'imaginer ce qui va se passer. Et là, il y a Guillaume qui casse un peu le silence et qui dit à la sage-femme, je vous trouve un peu silencieuse. Et là, gros trou noir. Je me revois attraper le bras de la sage-femme et ensuite j'étais à genoux par terre dans son bureau et Guillaume qui lui demandait de lui faire un dessin de ce qu'elle avait vu, tu vois. Et moi je savais que quand la sage-femme qui n'est pas gynéco, tu vois, qui va pas s'avancer à te dire que c'est grave, te parle d'opération à cœur ouvert, d'accouchement à Necker, etc. J'ai tout de suite su que c'était très grave, tu vois, parce que si ça avait été juste un petit trou dans le cœur, elle aurait dit, écoutez, je vois un truc qui me plaît pas, je vais vous donner le numéro d'un gynéco qui pourra faire des... Elle nous a tout de suite dit que ce sera un accouchement à Necker et que c'était grave. Tu vois. Donc moi, j'ai tout de suite su que c'était très grave. Et Guillaume, lui, il était vraiment... il était hyper positif, tu vois. Jusqu'au bout, il y a cru et tout. Moi, à ce moment-là, je savais déjà que c'était plus grave que juste ça. Donc, elle avait une cardiopathie sévère. Elle a ce qu'on appelle un VDDI, c'est le ventricule droit qui a une double issue. Normalement, tu as ventricule gauche, ventricule droit, tu as 2 issues de chaque côté, une issue de chaque côté. Et là, c'était ventricule gauche qui n'avait aucune issue, et ventricule droit qui en avait 2. Et donc, mais à ce moment-là, on ne savait pas. À ce moment-là, on ne savait pas si c'était opérable ou pas. Voilà. Et là, tu rentres
La France, c'est quand même franchement très bien fait parce qu'on a vraiment on a Necker, on a des super médecins, etc. Et donc on rentre dans un processus. Donc en fait là, tu t'appelles plus aucun hôpital, c'est les hôpitaux qui t'appellent. Tu rentres vraiment dans un circuit où tu as tel jour tel rendez-vous avec telle personne, etc. Et donc ça c'était juste avant Noël. Sauf que nous on avait déjà prévu de partir à Strasbourg pour les fêtes. Et donc on voit pas le cardiopathe. Donc nous on est basé à La Rochelle et le cardiopathe, cardiopédiatre, le cardiopédiatre était à Bordeaux. Et du coup, on n'a pas de rendez-vous avec lui avant le 3 janvier. Donc en fait, on a, tu vois, 10 jours qui s'écoulent, où on est dans le flou. En fait, on ne sait pas si c'est grave, on sait pas. Et Guillaume, pour lui, c'était opérable. Tu vois, on a les meilleurs médecins, on a Necker. Pour Guillaume, c'était sûr. Mais moi, à ce moment-là, j'arrête de dormir. Je passe toutes mes nuits sur tous les forums, sur comment faire avec un enfant qui a une cardiopathie sévère, quel genre de vie elle pourra avoir et quels sont les risques associés. Et en fait, avec cette cardiopathie-là, et on nous l'avait dit aussi, la gynéco nous l'avait dit, parce qu'on avait eu un rendez-vous avec la gynéco aussi entre-temps, elle nous avait dit qu'il faudra faire une amyosynthèse à notre retour, si c'est opérable, parce que c'est souvent associé avec des problèmes génétiques. Et donc moi, je rentre dans les stats. Je sais que c'est les chances... Déjà, c'était une chance sur 10 000 qu'elle ait cette cardiopathie-là. Tu te dis, tout peut arriver, tu vois. Et Guillaume, lui, hyper positif. On passe quand même un super Noël, tu vois. Il y a notre famille qui est là, hyper présente. On parle de TEN, on s'imagine la vie qu'elle aura dans notre famille, tu vois. Enfin, elle fait partie de la famille, évidemment, tu vois. On a 6 mois de grossesse, moi j'ai déjà un ventre. Ézéchiel, il parle de sa petite sœur, tu vois. Enfin... Il caresse mon ventre tout le temps. Et on a dit tout de suite le prénom, tu vois, pour la faire exister. Donc on parlait de TEN. Elle a des cousins, évidemment. Donc, tu vois, on s'imaginait ma filleule, Élise, qui disait « C'est cool, je serais plus la seule fille de la famille, dans la cousinade, etc. » Donc elle faisait évidemment partie de la famille. Et t'essayes de t'accrocher à ce que tu peux, quoi. Donc tu t'accroches à l'espoir, tu y crois. En fait, tu peux pas ne pas y croire. Tu vois, tu te dis bon bah ok, notre vie comment ce sera. Donc la première année, moi je serai à Bordeaux pour m'occuper de TEN, qui sera à l'hôpital tout le temps. Guillaume, toi tu seras avec Aise ici. Mes parents seront là pour nous aider, etc. Donc t'organises ta vie un peu en fonction de ça, tu vois. Et du coup, ensuite janvier, le 3 janvier arrive, on rencontre le cardiopédiatre qui nous dit sa cardiopathie est grave, mais c'est opérable. Et là, tu vois, je commence à nouveau avoir de l'espoir. Je me dis, ok, elle va pouvoir vivre, peut-être, tu vois. Ce sera dur, mais c'est une malformation cardiaque. Et il y a plein d'enfants qui vivent très bien avec une malformation cardiaque et elle aura une superbe vie, tu vois. Et je fais la myosynthèse 2 jours plus tard. On nous dit, dans 2-3 jours, vous aurez les résultats de la trisomie 13, 18, 21. Mais la gynécologue me dit aussi, mais de toute manière, tu sais, enfin, elle me voit, mais bon, je l'aime tellement, cette gynéco, elle est géniale. Elle me dit, mais de toute manière, vous savez pourquoi vous êtes là, c'est pour le syndrome de Dijorge. En fait, je pense qu'elle se doutait de quelque chose, elle n'a pas trop voulu m'alerter, mais elle m'a dit, les résultats qui vont tomber dans 3 jours, c'est pas ceux-là qui nous inquiètent, nous, on veut regarder Dijorge, et ça, c'est dans 3 semaines, 2-3 semaines. Donc en fait, l'attente était interminable. Entre le 16 décembre, où on a fait la première écho du 6e mois, aux résultats finaux, l'attente, c'est tous les jours. Les minutes sont des heures. C'était dans l'attente. Moi, je roulais pendant des heures pour essayer de me vider la tête, parce que tu penses qu'à ça, tu peux pas penser à autre chose dans ces moments-là. Et t'étais dans l'attente, tu étais entre la vie et la mort, parce que tu sais, en tant que parent, en tant que maman, que toi, tu vas mourir avec ton enfant si elle meurt. Tu le sais. Et moi, je le savais, évidemment. Et du coup, t'attends avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête où tu te dis, bon, les résultats vont arriver. Et là, on a une chance folle, c'est que les résultats sont arrivés et Guillaume et moi, on était ensemble. Quand ils nous ont appelés, alors que je suis en semaine, soit au bureau, soit ailleurs, soit je sais pas, mais là, on était pour le coup ensemble. Et on n'a pas dû, j'ai pas été obligée de l'annoncer à Guillaume, donc ça, c'était quand même heureusement. Et du coup, l'hôpital nous appelle et nous annonce que TEN a cette maladie génétique, donc ils veulent nous voir. Et donc, ensuite, nous, on savait déjà ce qu'on ferait dans cette éventualité-là. On savait quelle décision on prendrait. Mais même si tu sais quelle décision tu prends,
c'est impossible de la prendre, cette décision-là, tu vois. Tu t'imagines des choses, tu dis oui, moi si ça m'arrivait, je ferais ça, mais en fait tu sais pas jusqu'à ce que tu sois devant le fait accompli et tu te dis mais... Et en fait quand je parle avec d'autres mamans qui ont vécu ça, il y a un truc qui revient souvent, c'est la notion de regret dans l'IMG ou dans le deuil périnatal, parce qu'en fait tu dis, enfin t'as vraiment cette notion de regret qui revient. Même si tu sais que t'as fait le bon choix ou le choix qui te convient à toi ou que, je sais pas, t'auras toujours... quelle vie elle aurait eu si, tu vois, quelle vie nous on aurait eu si, etc. Donc on arrive à l'hôpital et ensuite se passe 12 jours entre le moment où tu sais que ton enfant est condamné à l'IMG. Et en fait, c'était un temps déjà nécessaire, je pense, pour que moi je puisse emmagasiner l'idée de ce qui allait se passer, mais ils veulent aussi que les parents ils puissent avoir le temps de réfléchir. Tu peux pas rusher une décision comme ça. Et du coup, 12 jours atroces parce que tu sens ton bébé bouger tout le temps, tu vois. Et t'es là avec elle et t'as envie de profiter. Tu te dis, c'est mes derniers moments avec elle. Mais d'un côté, t'as envie que ça s'arrête parce que c'est atroce, des journées comme ça. Tu t'attends la mort, tu vois. Et moi, pendant ces 12 jours-là, mais heureusement que mes parents étaient là. J'étais incapable de m'occuper d'elle, j'étais incapable de m'occuper de moi-même. Si mes parents n'étaient pas là, j'aurais arrêté de manger, tu vois. J'étais dans un état, mais... C'était atroce. Mais pendant ces 12 jours-là, on a quand même pu... alors, t'as plusieurs étapes. D'abord, tu vas voir le généticien qui t'explique son problème génétique. En gros, c'est les délétions d'un... Je ne suis pas généticienne, hein, mais c'est un chromosome, une partie d'un chromosome. 22q11, une partie qui manque. Et toutes les stats de cette maladie chromosomique qui vont avec. Donc, il nous explique tout. Et tu peux poser des questions, tu vois, ils prennent le temps de t'expliquer exactement. Mais évidemment, nous, les recherches, on les avait fait en amont. On savait déjà quand on est venu le voir quelle décision on prendrait. Mais donc, tu vois le généticien. On te donne aussi tes résultats génétiques à toi et à ton mari. Et donc, ni Guillaume ni moi n'avons ce gène manquant. Donc déjà, c'était un peu rassurant parce que tu te dis... sinon, ça avait été 1 chance sur 4 de reproduire les mêmes schémas ensuite. Si tu avais voulu un autre enfant plus tard, si tu avais déjà un gros risque de lui retransmettre ce gène. Donc exactement. Là, c'est malchance. C'est la chance à pas de chance, ouais. C'est vraiment... ils appellent ça de novo, c'est comme ça. C'est la loterie de la génétique. Ouais. Et mais au moins, il n'y a pas de culpabilité des parents de se dire que vous avez transmis quelque chose qui a pu lui faire du mal. Ouais. Voilà, et il y a aussi pas de... Parce que moi, j'avais vachement peur. Tu sais, j'avais fait pas mal de travaux dans la maison, avec des travaux de peinture et tout. Et je me suis dit, putain, si c'est de ma faute, parce que j'ai peint la salle de bain 3 jours où je savais pas que j'étais enceinte, tu vois. Enfin, et en fait, non, ça arrive au moment de la conception. Tu t'es coupable de rien. T'es fautif de rien. Et donc, ensuite, on vous rencontre la gynéco qui nous explique comment ça va se passer, l'IMG. Et du coup, on t'explique que 3 jours avant, tu vas devoir prendre un médicament qui prépare ton corps. Ensuite, tu arriveras le matin, on va arrêter. D'abord, on va endormir ton bébé pour qu'elle ne sente rien. Et ensuite, on va arrêter son cœur. Et c'est hyper technique. Il y avait 2 gynécos, il y avait 15 personnes dans la salle. C'est hyper technique. Tu es dans la salle de C-section, de césarienne. Donc on t'explique ça et on te dit, et ensuite, ça peut prendre, tu prends les médicaments pour le déclenchement et ça peut prendre des heures, parfois des jours. Enfin, c'est très long parce que la maman, elle veut pas, souvent elle veut pas séparer de son bébé, même si... Donc le col s'ouvre pas, donc le travail commence pas, en fait, c'est psychologique. Mais on nous explique bien toutes les étapes. Donc on arrivera au courant de ce qui va se passer. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et ensuite, tu vois la sage-femme qui, là, elle t'explique les démarches administratives à faire pour comment déclarer un enfant mort-né, comment ça se passe avec le corps. Donc on t'explique ce qu'il faut faire pour les obsèques. Donc tu as plusieurs choix. Je dis un choix, mais bon, on s'entend, hein. Tu peux l'enterrer, tu peux organiser un enterrement, tu peux organiser l'incinération, soit toi-même, soit le faire organiser par l'hôpital. Et évidemment, quand t'es pas dedans, tu te dis je vais organiser une belle cérémonie, ce sera beau. Mais quand t'es dedans, j'arrivais même pas à m'occuper d'elle, j'arrivais plus à rien, tu vois, c'était tellement dur. Et du coup, on s'est dit on va pas l'enterrer ici, tu vois. Nous, on déménage tous les 2 ans, on va pas la laisser ici
dans ce village alors qu'on ne sait pas si on y sera encore et on ne veut pas qu'elle ait une tombe où elle sera toute seule, tu vois. Donc on s'est dit qu'on allait l'incinérer. On a fait l'erreur de ne pas aller au pompe funèbre de l'hôpital, ce qu'on aurait dû faire, parce qu'eux ont l'habitude, on est allé au pompe funèbre d'ici de Châtelaillon-Plage. Et c'est comme toute station balnéaire, ils ont plus l'habitude des personnes âgées que des petits bébés, tu vois. Et du coup, la nana, elle était incapable de nous répondre. Elle nous a dit, ça sert à rien une urne parce que en termes de cendre, un petit bébé, il y a rien. Et là, moi, ça m'a achevé, tu vois. Enfin, c'est des mots comme ça que que j'espère oublier un jour, mais qui m'ont tellement traumatisée. Et du coup, tu sais, je te parlais de la notion de regret. Moi, il y avait ce truc longtemps où j'ai eu ce regret-là de ne pas avoir poussé à avoir une urne ou de ne pas avoir poussé à faire une cérémonie, etc. Mais en fait, je n'étais pas capable de plus à ce moment-là, de toute manière. Donc, c'est la décision qu'on a prise. Et Guillaume me le rappelle tout le temps, en fait, elle est partout avec nous. Donc, finalement, une cérémonie, on pourra la faire plus tard. Et puis Ten, elle est partout avec nous. Et c'est ce que je me dis maintenant. Et j'ai mon petit spot maintenant pour quand j'ai envie de la voir, je vais au pont de l'île de Ré. Et puis, je fais la petite traversée du pont de l'île de Ré parce que le cimetière où ses cendres sont juste en dessous du pont de l'île de Ré. Donc, quand j'ai envie de la voir, je me dis que c'est cet endroit-là. Tu vois, il n'y a pas de bon scénario de toute manière, en fait. Et pendant ces 12 jours, tes parents sont là. Ouais, mes parents sont là. Il y a Aise. Comment est-ce que tu expliques ? Comment tu verbalises à ton fils ce qui est en train de se passer ? Aise, évidemment, sans... lui, son trauma, lui, c'est de m'avoir vu si mal, en fait. Tu vois, de m'avoir vu... Je sortais d'une pièce, il me courait après, il me disait « Maman, ça va ? Maman, ça va ?» Et du coup, on avait vu la psy de la mater qui nous avait dit, évidemment, d'en parler avec Aise, de lui dire la vérité, et de pas trop utiliser des images d'anges et de ciel et de choses qui sont pas difficiles à comprendre pour un petit garçon, de lui dire la vérité avec les mots concrets. Donc on lui dit, écoute, ta petite sœur est très malade, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas attraper, que papa et maman ne peuvent pas attraper et qui est grave, mais que c'est pas ta faute, c'est pas notre faute, et les médecins ne peuvent rien faire. Et Tennessee, elle va mourir et elle reviendra pas à la maison avec nous. Et c'est pas ta faute et on t'aime très fort et maman, ça va aller mieux et papa, ça va aller mieux, mais pour le moment, on est triste. Et c'est normal d'être triste. Si tu veux être triste, tu as le droit d'être triste, mais on est là, mamie et papy, ils sont là, on est une famille et ça va aller. Et c'était dingue parce qu'il a tout de suite compris, quoi. Et en fait, ça lui a fait du bien de l'entendre. Parce qu'il voyait depuis des semaines que j'allais pas bien. Ils le sentent, les enfants. Ils sont pas... Voilà. ils sont meilleurs que nous, en fait. Mais il n'avait pas conceptualisé tout. Et là, vous avez mis un mot. Vous avez mis sur une situation. Vous avez expliqué la réalité de ce qui se passait. Donc, il pouvait se concentrer sur ce qui se passait vraiment et pas toutes les peurs qu'il pouvait avoir, c'est ça. Et t'as senti quelque chose qui a changé pour lui juste à ce moment-là ? En fait, tant que moi j'allais pas bien, lui il était pas au top, quoi. Et c'est quand j'ai commencé à aller mieux que lui a commencé à aller mieux. Et en fait, quand il m'a vue à l'hôpital sous perf, parce qu'ensuite je suis restée 5 jours, je raconterai peut-être après, mais il m'a vue mal à l'hôpital, ça a été terrible pour lui de me voir. Et donc, vous l'avez annoncé à Aise. Toi, t'essayes de conduire le plus possible, de t'échapper pour... voilà, on peut pas faire sens, quoi qu'il arrive à ce qui se passe. C'est les 12 jours les plus longs de ta vie. Il y a cette ambivalence en toi entre je la sens bouger, elle est là, et en même temps, ça va être la fin, et il faut... C'est long, 12 jours. Il faut arrêter cette torture quelque part. Dans quel état d'esprit tu rentres à l'hôpital ? Parce que... On l'a un peu mentionné au début, t'es accouchée à la maison. Le projet pour Ten, c'était d'accoucher encore à la maison. Donc là, tu rentres dans un univers que tu connais pas du tout, finalement. La médicalisation qui est nécessaire, hein, évidemment. Ouais, tu rentres comment à l'hôpital ? Il y a 2 choses. La première, c'est qu'on a été très bien accompagnés avant. Et les médecins de La Rochelle, les gynécos, les sages-femmes, etc. ont été exceptionnels. Et bizarrement, la veille de l'IMG, c'était une rentrée de classe, en fait. J'avais une excitation de... ça y est, je vais rencontrer ma fille. Tu vois, c'était pas... Il y avait un truc, vraiment, j'ai hâte de la rencontrer.
comme une veille d'accouchement en fait. Et on en a beaucoup parlé dans les cercles de parole avec d'autres mamans qui ont vécu ça. En fait, il y a des beaux moments dans cet accouchement, parce que tu rencontres quand même ton enfant. Et il y a des super beaux moments, et en fait, personne ne nous pose jamais la question, parce qu'ils sont gênés, évidemment. T'as toujours peur de la réaction de la personne qui est en face de toi lorsqu'elles ont vécu un drame comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup de beaux moments dans donner naissance même à un enfant mort. Et du coup, la veille, moi, j'avais un peu une excitation, et on s'est dit avec Guillaume, on va faire comme pour Aise. On va se mettre la même ambiance que Aise. Lors de l'attente, tu vois, on est très jeux vidéo avec Guillaume, donc on a pris nos ordis. On savait à quel jeu vidéo on voulait jouer. Civilisation 5, pour ceux qui connaissent, voilà. Un truc bien de geekos, mais tu vois, t'es dans le flow, tu réfléchis pas trop. Et pareil, on a mis la même playlist que pour Aise. On savait ce qui nous avait fait du bien à l'époque, et on s'est dit, on va reproduire le même truc, même si c'est à l'hôpital. Avec notre petite playlist, Salif Keita, des petits sons africains, nos jeux vidéo et tout. Et en fait, on s'est mis notre petite ambiance à nous. Et ça m'a fait du bien, en fait, d'avoir Guillaume déjà et d'avoir cette ambiance-là. Mais c'est vrai que t'arrives le matin, t'as même pas trop le temps d'y penser parce que c'est l'hôpital, quoi. T'as plein de monde autour de toi. Donc là, on me pose la péri. Là, c'était l'enfer, c'est horrible. On s'y est pris à 3 fois. Petit malaise vagal, je me sentais trop mal, c'était horrible. Donc pause de péri, et ensuite on t'emmène dans la salle, et là, silence religieux. Ils savent ce qui se passe, tu vois. Ils savent que ce bébé-là, ils sont en train de lui arrêter le cœur. Et donc c'est silence religieux. Il y a juste Guillaume et moi. En fait, on était dans notre bulle. Et tu sens pas, évidemment, parce que du coup, ils t'ont posé la péri, et des doses évidemment très élevées. Et donc tu sens pas ce qui se passe. T'as le chant, donc tu vois rien. Et moi, j'ai juste Guillaume, là, qui me raconte ce qu'il pouvait me raconter. Il m'a raconté des trucs du taf, de son associé qui était allé rencontrer un fournisseur en Turquie, je sais pas quoi. Et tu vois, je me concentrais sur son histoire, et j'étais encore, continue de me raconter. Et j'essayais de pas y penser, mais il y a même pas de mots, tu vois, c'est... Et ensuite, c'est fini. On te renvoie dans ta chambre, la pièce tout là où tu vas accoucher. On te demande si tu es prête pour qu'on te perce la poche des os. J'ai dit oui, tout de suite. Et j'aurais dit, vous allez voir, mon fils, j'ai accouché de lui en 3 heures. Je sens que ça va être pareil pour ma fille. J'ai accouché vite. Et là, elles me disent, ah non, vous savez, en général, les mamans, elles s'accrochent quand même un peu. Ça peut durer longtemps. Donc je dis ok. Et là, on nous laisse toutes seules dans notre chambre et on attend. Et donc avec Guillaume, on joue aux jeux vidéo, on s'installe notre notre petite pièce, sympa et tout. Et là, donc on est rentré dans la chambre à 11h. Là, Guillaume, vers midi, descend téléphoner à sa maman, je pense, et mange un bout, je sais pas ce qu'il est parti faire. Et donc là, je me retrouve seule. Et évidemment, je sens plus, t'as bougé depuis longtemps, mais j'essaye de pas y penser. Tu vois, t'essayes de pas réaliser ce qui se passe, parce que sinon c'est trop dur. Et là, je suis toute seule avec Ten, qui, son cœur ne bat plus. Mais je lui dis, je lui parle quand même. Et je lui dis que je suis désolée. Mais que maintenant elle est en sécurité. Qu'elle souffrira jamais. Et que ça y est, elle peut s'en aller. Et que maman et papa vont bien et qu'on l'aimera toute notre vie. Et là, je te jure, Clem, je te jure que j'ai senti un truc. Que j'ai senti un peu, tu vois, la chaleur, un truc qui m'a entourée. C'était dingue. Et en fait, j'ai su à ce moment-là que c'était... Là, j'ai su, c'est bon, elle est partie, tu vois. Et Guillaume remonte, je lui raconte un peu, on est émus. Et on joue à nos jeux vidéo. Et là, d'un coup, je ferme l'ordi. Et je lui dis, ça y est, j'ai des contractions, ça arrive. Là, j'ai super mal, ça arrive. Faut qu'on appelle la sage-femme, faut qu'on appelle l'anesthésiste, il me faut une péri, machin. Et tout. Là, tu sens les contractions alors que t'as déjà la péri. Ouais, final. mais elle a été posée le matin. Longtemps avant. Et ensuite, t'as un petit truc pour appuyer. Et t'avais pas appuyé parce que... Et j'avais appuyé, mais du coup, ça monte en intensité. Et je crois que tu peux appuyer toutes les demi-heures. Et là, c'était pas encore la demi-heure qui était passée. Et j'avais besoin d'une dose, quoi. Enfin, je sentais vraiment
une douleur terrible. Alors, juste une question, on vous met la péri parce que c'est obligatoire ou parce que vous le demandez, parce que voilà, ressentir de la douleur dans ce moment-là, c'est juste pas envisageable. Est-ce que tu sais pourquoi il y a la péri ? D'abord, ils te la posent le matin avant l'arrêt du cœur, parce qu'en fait, c'est tellement technique qu'ils peuvent surtout pas te faire bouger. Je crois que d'ailleurs qu'elle m'a un peu shooté, elle m'a mis un peu de calmant en plus, parce que tu peux pas... T'es trop nerveuse. Ouais. Donc il y a ça, ce premier aspect-là pour la péri. Pour la péri, c'est déjà ça obligatoire, je pense. Et ensuite, si tu avais demandé à ne pas accoucher avec péri, est-ce que c'est possible sur un IMG ? Je pense que c'est possible. Ouais. Okay. Je crois même qu'il y a des mamans qui le font par volonté. Ok, oui, non, mais bien sûr. Mais est-ce qu'il y a le choix ou pas ? Ou est-ce que vraiment la procédure elle est tellement précise, comme tu dis, et médicalisée que vous êtes obligé ? Je pense qu'on te laisse le choix à ce moment-là. Ok. Et toi, tu fais le choix d'aller avec la péri ? Moi, je fais le choix d'aller avec la péri et le plus possible. Non. Et en fait, tu sais, quand la préparation à la naissance avec Isa pour l'accouchement physiologique, lorsqu'elle te dit un accouchement physiologique, c'est de la douleur, mais c'est pas de la souffrance. Là, c'est la différence entre la douleur et la souffrance. Ouais. Là, c'est de la souffrance parce que tu sais que c'est pas un accouchement où tu vas avoir ton bébé ensuite dans les bras. Enfin, tu vas l'avoir dans les bras, mais ton bébé, il ouvrira pas les yeux. Et ça, c'est de la souffrance. C'est pas de la douleur. Mais ça fait très mal. Et donc là, la sage-femme arrive, elle m'ausculte, je suis ouverte à 6, et je lui dis non, mais c'est maintenant. Enfin, il me faut, je lui dis j'ai mal. Elle va chercher l'anesthésiste, et l'anesthésiste me fait la petite goutte d'eau, tu sais, sur le genou. Est-ce que là vous sentez ? Puis sur le ventre, est-ce que là vous sentez ? Je dis non, c'est maintenant, j'ai mal. Et en fait, le temps entre 6 et au moment où j'accouchais, il s'est passé 5 minutes. Ça allait trop vite. Donc elle n'a même pas eu le temps de me mettre... Tu le savais, toi, tu connais ton corps. Oui. Moi, je sentais que je poussais, même si j'avais, tu vois... la péri, tu le sentais quand même, c'est un petit bébé, tu vois. Tu pousses pas beaucoup, finalement. Elle, j'avais poussé pendant 30 minutes, tu vois. Là, j'ai poussé 2 fois, elle était dehors, mais je savais ce qui se passait. Et du coup, elle m'a mis ensuite une dose, donc au moins, j'ai pas senti le placenta, tu vois, ensuite... Tout le après. Tu pouvais être déchargée de ça et te concentrer sur ton bébé. Ouais, mais je pense que j'ai eu un blackout, parce que je me souviens plus trop, en fait, entre le moment où j'ai poussé... Et ensuite, à un moment donné, je sors un peu de ce blackout et je demande à Guillaume, elle est où ? Et il me dit, ils sont en train de la préparer. Elle est très belle. Et la sage-femme nous dit, elle est très belle et elle est sereine. Et c'est tout ce que tu as envie d'entendre dans ces cas-là. Et elle faisait plus d'1 kilo, tu vois, 28 semaines, c'est un grand bébé déjà. Et du coup, il nous la porte. Et elle était dans une petite couverture tricotée par des grands-mères. Ils ont une association à la Mater de La Rochelle où c'est des grands-mères qui tricotent des petites couvertures. Donc elle est dans une petite couverture rose tricotée à la main. Et en fait, c'était super beau parce qu'on se l'est dit plusieurs fois avec Guillaume ensuite. C'est beau la manière dont la puéricultrice ou la sage-femme ou la personne qui t'apporte ton bébé, je pense que c'est une puéricultrice, te l'apporte, mais tu sais, avec tellement de tendresse, mais comme si ton bébé, il était vivant, en fait. Tu vois, ils ont un tel respect de la mort, parce qu'ils ont l'habitude, ces gens-là, qui travaillent en maternité. Ils savent qu'il n'y a pas que des accouchements heureux. Et du coup, elle nous l'apporte. Tu peux faire le choix de ne pas avoir ton enfant si c'est trop dur. En fait, on te laisse le choix en amont. Nous, on a fait le choix on voulait l'avoir. C'était important pour nous. Et c'est un choix qui est personnel. Mais donc, on nous l'apporte. Et là, on te la met dans les bras. Et... Moi, j'allaite encore aise, tu vois, donc j'ai le réflexe facile de dégainer le boob, tu vois. Et là, de se dire, tu peux pas mettre ton bébé au sein et tu la nourriras jamais. Et elle ouvrira jamais les yeux. Et elle nous verra jamais. Ça, c'est super dur. Mais par contre, c'est super beau comme moment parce que c'est ton enfant. Et l'amour, qu'il soit vivant ou mort, c'est le même. En fait, l'amour que tu as pour ton enfant, il disparaît pas au moment où ton enfant meurt. Tu le gardes avec toi, cet amour-là. Et elle était super belle. Elle a les cheveux tout noirs, comme son frère. Donc, tu vois, on compare un peu les enfants. Elle ressemble à ça. C'est pareil que Aise. Les sourcils un peu froncés, les cheveux noirs. Mais avec le sourire. En fait, c'était beau. On lui fait des bisous, on prend ses empreintes, on fait des photos. Moi, c'était très important pour moi, les photos, parce que je sais que dans les discours des mamans qui ont perdu des enfants, elles le disent que
Tu te raccroches au peu de souvenirs que tu as, donc essayer d'en prendre un maximum, parce qu'en fait, tu n'as que 2 heures avec ton enfant. Enfin, moi, j'ai eu 7 mois d'elle dans mon ventre, mais Guillaume, il a eu très peu de temps avec elle, finalement. Et Parce qu'au bout de 2 heures, c'est le protocole? Non, il n'y a pas de protocole. D'accord. En fait, le protocole, c'est que tu peux rester avec elle aussi longtemps que tu veux. Ok. Ensuite, tu les appelles pour si tu es prêt à repartir. Et ensuite, tu as 12 jours où tu peux voir ton bébé tous les jours si tu le veux. D'accord. Moi, j'ai choisi de lui dire qu'un seul au revoir. Parce que c'était trop dur pour moi ensuite. Mais Guillaume, lui, a choisi de retourner la voir le lendemain. Et il s'était acheté un pull en cachemire qu'il voulait mettre pour faire du pot à pot avec elle les premiers mois, etc. Et du coup, il a mis ce pull-là, il est dans son armoire, tu vois, il le lavera jamais, il le remettra plus jamais. Mais il a passé du temps avec elle le lendemain, juste tous les deux. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Ils ont dû dire des belles choses. Et mes parents sont allés la voir aussi. Je sais qu'ils lui ont chanté une berceuse. Enfin, mes parents ne sachant pas chanter, je pense qu'ils lui ont mis de la musique. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Ils lui ont chanté comme chanson. J'aurais pas demandé, je n'étais pas prête encore. Et ils lui ont mis des petites médailles dans la main. Une médaille pour elle, une médaille pour Guillaume, une médaille pour moi, une médaille pour eux. Et une médaille pour Aise. Ça, tu vois, le fait que Guillaume soit allé la voir seul, mais que mes parents soient allés la voir, ça ancre. Et vraiment, ça... Ils pouvaient pas me faire... Ils ont fait des trucs dingues, mes parents, pour moi, dans ma vie. Mais ça, c'est incroyable. Le fait qu'ils soient allés la voir... Et donc, moi, j'ai choisi de lui dire au revoir juste pendant ces 2 heures-là. Ça ne suffira jamais, de toute manière. Ce sera toujours trop peu. Et ensuite commence le reste de ta nouvelle vie. Parce qu'en fait, il y a un avant et un après. Et t'es plus la même personne. Il y a vraiment une partie de toi qui meurt avec ton enfant. Et tu te reconstruis ensuite, petit à petit. Mais tu te reconstruis. Donc moi, j'ai fait une infection des reins après l'accouchement. Et quand tu as une infection que tu chopes à l'hôpital, on te garde un peu plus longtemps que si ça avait été une infection que tu t'attrapes en dehors, je crois. Enfin, j'ai pas très bien compris. Mais bref, j'étais vraiment très longtemps à l'hôpital ensuite. Enfin, très longtemps, 4-5 jours. Mais t'as envie d'être avec ton fils, avec ton mari, tu vois, t'as envie d'être chez toi après ça. Et donc moi, j'étais seule à l'hôpital. Et j'ai eu la montée de lait, évidemment, parce que vu que j'allaitais encore Aise, j'ai demandé à ne pas prendre les médicaments. Donc Aise venait me voir une fois par jour pour téter, juste une fois. Mais évidemment, la montée de lait, j'avais des boobs énormes, donc je tirais un peu. Lui devait être trop content, par contre. Alors lui, poussé de croissance, on a changé sa garde-robe en 2 semaines. Il est passé du 2 ans en 3 ans. Il a eu les pantalons d'un coup beaucoup trop courts, pic de croissance de ouf. Mais il était super content, ouais. En plus, il était un peu sur la fin de l'allaitement, tu vois. Il me disait, ouais, il n'y a plus de lait quand j'étais enceinte. Alors là, laisse tomber, quoi. C'était reparti comme au début. Mais par contre, ça m'a fait du bien. Tu vois. Puis c'était mes seuls petits moments, mes seuls petits pics d'ocytocine de ma journée. C'était ça, c'est quand il venait une fois par jour allaiter. Et c'est ce que je te disais, tu sais. Pour moi, c'était beau parce que je me suis dit que c'était le seul... Enfin, c'était un moment qu'ils ont partagé, en fait. C'était le lait pour Ten. C'est lui, tu vois, c'est un moment de partage avec sa sœur, finalement, avec sa petite sœur. Et pour moi, ça a été très beau comme moment. Et je suis contente. Je me demandais toujours pourquoi j'allaitais depuis si longtemps. Maintenant, je sais. Ouais, et ensuite, c'est quand même très dark. La route après la perte d'un enfant, c'est très, très dark. Il y a la psy ça c'est la France aussi, c'est fabuleux parce que tu as la psy de la mater que tu peux aller voir autant de fois que tu veux, c'est gratuit. On est allé la voir à Guillaume, je suis allée la voir seule toutes les semaines. Et en fait, il y a moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les autres mamans qui ont vécu ça aussi, parce qu'en fait, ça arrive, pas qu'aux autres. Et on n'est pas seul dans cette nuit. J'ai une copine du collège à qui c'était arrivé 2 ans au préalable. Et en fait, c'était un peu mon étoile dans la nuit, Chloé. Et parce qu'en fait, elle savait déjà ce qui allait se passer pour moi. Et donc, elle savait quelles étaient les étapes importantes. La prise du médicament 3 jours avant l'IMG. Tu vois, elle savait... En fait, on se sait. Tu vois, les mamans qui ont vécu ça...
Et tu le disais aussi, il y a eu une différence dans le deuil périnatal entre celles qui ont vécu l'IMG, donc ont eu ce choix impossible à faire, et celles qui ont vécu le deuil périnatal où il y a un problème qui se passe au moment de l'accouchement. Il y a deux groupes peut-être un peu distincts qui ressentent la même chose évidemment, mais qui ont deux expériences différentes. Ouais. Et donc toi, tu avais une amie qui a vécu l'IMG. Qui a vécu donc, l'IMG. Toutes les étapes et la différence avec peut-être la soudaineté de perdre un bébé à l'accouchement alors qu'on n'avait rien prévu. Toi, tu pouvais tout anticiper dans l'anxiété. Ça doit être aussi quelque chose de mentalement très lourd. Et tu me disais aussi que pendant ta grossesse, tu avais déjà contacté... moi, personnellement, en tant que ton amie, j'avais contacté Pauline qui a créé le compte 9 mois 9 jours. Et qui a été dans le podcast de Bliss. Je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'amie. Je sais que tu l'avais contacté, que tu avais contacté d'autres femmes. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit, qui t'a marqué, qui t'a, comme tu dis, ça a été ton étoile? Il y a eu quoi comme choses qui ont un peu pavé ça? Moi, à ce moment-là, j'avais besoin qu'on me dise qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. J'avais besoin d'entendre, tu vois, Pauline, 9 mois, 9 jours, son petit Noé, c'était un peu... tu vois, c'est de l'espoir. J'avais besoin d'espoir. Et de savoir que je suis pas seule à vivre ça. Il y a le podcast aussi, Au revoir, podcast, avec Sophie. Et Sophie, elle a organisé des groupes de parole avec des mamans endeuillées. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est pas tabou. Du coup, tu libères la parole, tu parles des beaux moments de ton accouchement, tu parles de ce qui a été dur, tu parles... Et c'est des mamans qui sont à différents stades de leur deuil. Il y avait... Là, le dernier groupe, il y avait une maman, ça faisait plus de 2 ans qu'elle avait vécu son IMG, et l'autre, ça faisait que 9 jours. Et on était toutes hyper émues d'entendre cette maman qui sortait à peine, qui était encore à 100% dedans, tu vois, c'est tout noir là où elle est à 9 jours post-IMG. Et du coup, on était super émues pour elle. Donc ça a été quelque chose de très salvateur pour toi, d'avoir ces groupes de femmes, ces groupes de parole. Vraiment, c'est ce qui m'a fait le plus de bien, c'est les groupes de femmes. C'est pas dans la culture française, c'est pour ça qu'on en parle toi et moi, on s'est rencontrés via les États-Unis, donc on est très liés à ces groupes de parole, on sait que c'est important. Donc je trouve ça génial que Sophie elle ait organisé ça, que grâce à des podcasts ce soit possible et qu'il y ait ce soutien-là. Avec Guillaume, est-ce que vous y allez ensemble? Parce que tu me l'as raconté que le deuil pour le papa ou le deuxième parent, c'est pas du tout en même temps. Ouais. Donc comment ça s'est passé? On nous a dit que le deuil du papa serait décalé. Souvent, ce qui se passe, c'est lorsque la maman commence à aller mieux, c'est là où le papa commence à flancher. Parce qu'au début, il devait rester fort et tenir un peu la barque. Lorsque pour la maman, c'était impossible. Et non, mais moi, j'ai quand même beaucoup de chance parce que Guillaume, il est tu sais pas quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu te dis pour le meilleur et pour le pire, mais tu sais pas comment il va être lorsque le pire arrive. Et en fait, Guillaume, il a été exceptionnel. Il s'est occupé de tout. Il a été très fort. Et on en parle tous les jours de Ten avec Guillaume. Pas une seule fois, il m'a dit, écoute, c'est bon. Et tous les deux, on s'est dit la même chose. On s'est dit, maintenant, on a envie de devenir les meilleures personnes pour elle. Et ma sœur aussi, elle m'a dit ça. Tu sais, je pense que Ten, elle a marqué plus de personnes que juste moi et Guillaume. Et non, et Guillaume, il a été d'un soutien. Là, je sais que c'est en fait dans les stades du divorce post. Je crois que tu m'en as parlé. Je t'en avais parlé. C'est 40% d'un couple avec un enfant, 60% lors d'un deuil périnatal et entre 80 et 90% lors de la perte d'un enfant. En fait, c'est un tel traumatisme, un tel chamboulement, un tel cataclysme dans une vie que forcément le couple peut exploser. Personne ne te prépare à ça. Même la psy, tu peux lui c'est tellement, ça dépend des caractères de chacun, comment tu vis la perte de ton enfant. C'est compliqué. Je dois dire que je me sens très chanceuse. Donc là, tu parles de cette période qui est très très dark. Et quand toi tu dis, moi j'ai l'impression que c'était il y a tellement peu de temps aussi, et donc tu as fait un énorme chemin toi-même déjà, ça fait 2 mois, 3 mois 25 janvier. Donc oui, on est 3 mois. Je suis nulle en maths. On est en début mai. Ouais. Donc à peu près 3 mois, c'est ça. Et tu peux en rigoler.
Tu peux sourire, tu peux évidemment parler en pleurant et c'est tellement normal, mais tu peux en parler. Je sais que je t'ai pas demandé d'enregistrer ce podcast tout de suite, j'ai attendu et quand j'ai vu que on en parlait et que c'était possible pour toi, mais même toi et moi on s'est pas appelé pendant des mois parce que je pense que juste le son de la voix t'avait du mal, on échangeait par texto, mais je t'ai demandé plusieurs fois de venir te voir. T'as eu cette période, je pense que t'as eu besoin de t'isoler, enfin ou en tout cas d'être qu'avec tes très 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 proches. Comment ça, tu peux nous emmener avec toi sur comment ça s'est passé ces 3 derniers mois? Alors pour l'IMG, dans le deuil périnatal, donc l'IMG c'est particulier parce que tu as ta date prévue d'accouchement qui est décalée. Enfin, tu vois, donc tu as la date à laquelle tu accouches, mais tu as ta date prévue d'accouchement qui est quelques mois après. Et moi, par exemple, donc lorsque j'avais accouché d'Aise, en général, tu perds ton ventre progressivement, mais tout de suite après. Enfin, tout de suite. On s'entend, quoi. Quand même. Voilà. Mais tu sens petit à petit, les jours, les semaines passent et tu perds un peu ton ventre. Et là, pour Ten, j'ai pas perdu mon ventre du tout. Enfin, tu perds un peu, tu sais, au début, le bébé, le liquide amniotique, etc. Mais j'avais encore ce truc jusqu'à ma DPA. Et à ma DPA, du jour au lendemain, mon ventre est redevenu normal. Tu vois, j'avais plus ce ventre de grossesse. Ton corps, il avait enregistré que ça faisait 9 mois et que c'était temps de se remettre comme avant. Et du coup, avant la DPA, c'était difficile d'avancer parce que t'as toujours cette date en ligne de mire. Ce qui est très dur aussi, c'est tes copines qui avaient le même terme que toi, qui accouchent. Alors ces bébés-là, ça va être très difficile pour moi de les voir. Et pourtant, je m'en veux un peu parce que c'est des copines, je les adore. Et t'as envie d'être là pour tes amis, t'as envie d'être présente, de demander. Mais tu te demandes quoi, comment ça s'est passé ton accouchement? Mais ça te fait tellement mal. Et ces petits garçons-là, ou ces petites filles qui naissent au même terme que toi, que ta fille, ils auront toute leur vie l'âge de Ten. Et ça, c'est super dur. Et toutes les annonces de grossesse ensuite, ça, c'est terrible. T'as Rihanna qui a fait son Super Bowl 3 jours, je crois, après Ten. Mais même ça me faisait du mal. Toutes les femmes enceintes, tout ce qui te rappelle la maternité, c'est très difficile. Ensuite, petit à petit, tu recommences à voir des femmes enceintes. Ça t'arrache plus le cœur. Petit à petit, tu commences à revoir la lumière, d'avancer, de réfléchir à la grossesse d'après, mettre un pied devant l'autre. Dans les groupes de parole avec les autres femmes, qu'est-ce qui te fait le plus de bien? Je pense que c'est le fait d'en parler, parce que personne te demande comment s'est passé ton accouchement, alors qu'il y a des beaux moments que j'aimerais raconter. Mais c'est tellement tabou, le deuil périnatal. Mais moi, avant, j'étais pareil. C'est difficile de poser ce genre de questions à un parent endeuillé. Tu sais pas, c'est difficile. Et en fait, souvent, on a juste envie d'en parler. Et de libérer la parole, ce que toi tu fais, ce que Sophie fait. Même, tu vois, Chrissy Teigen aux États-Unis, la femme de John Legend, le fait d'en parler ouvertement. Elle a mis des photos. Des photos, mais ça, c'est assez libérateur. Et même les réseaux sociaux, tu vois, moi, via Instagram, j'ai rencontré d'autres mamans à qui c'était arrivé. Du coup, tu connais les prénoms des enfants qui sont partis la même année que Ten. Tu penses à eux, tu vois, et tu sais que ces mamans-là, elles penseront à Ten aussi. Et de savoir qu'on n'est pas seul. Dans cette nuit noire, savoir qu'on n'est pas seul. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu dis, mais je suis pas normale, parce que justement, tu vois, cet isolement qu'on peut ressentir de pas comprendre ce qui nous arrive, ou est-ce qu'au contraire, t'avais beaucoup travaillé sur toi-même avant, t'avais fait beaucoup de psychothérapie, donc tu te connaissais quand même bien, tu savais que c'était des étapes normales et que t'étais dans une progression, ou tu parlais de cette lumière, est-ce que tout de suite t'as pu voir cette lumière? Non. Moi, j'ai encore beaucoup de culpabilité parce que au début, t'as des pensées suicidaires. T'as envie de rejoindre ton enfant tout de suite. Tu veux plus être là, tu veux plus faire partie de ce monde-là. Et ça, c'est dur, surtout quand t'as un petit garçon de 2 ans qui est encore très demandeur et tout. C'est très... Donc, tu comprends pas tout de suite que ça va aller mieux. Et tu penses que ça ira jamais mieux. Et c'est les autres mamans à qui c'est Chloé qui m'a dit moi je suis là 2 ans plus tard, ton enfant tu l'oublies pas, mais
tu peux trouver de l'apaisement, tu retrouveras de la joie. Et souvent, ce qui revient, c'est que la joie et la lumière qui rentre, c'était tellement dark que la lumière qui rentre ensuite, c'est décuplé. Tu vois, le peu de bonheur que tu peux trouver au début, en fait, tout te rapproche de ce qui est simple, en fait, de tes relations avec tes proches, ta famille. J'ai jamais été aussi proche de ma famille que maintenant. J'ai jamais été aimée autant Guillaume que maintenant. Et en fait, c'est les petits bonheurs de la vie, en fait, tu te rapproches des choses simples après ça, parce que c'est tout ce qui te reste. Et il y a un autre truc, c'est que la force d'une maman qui a perdu un enfant, elles sont instoppables. On dit que c'est l'accouchement le plus dur, la pire douleur que le corps peut endurer, c'est l'accouchement. Mais honnêtement, la pire douleur qu'un corps peut endurer, c'est l'accouchement d'un enfant mort. C'est pas du tout la même chose. Et une femme qui a vécu ça, elle est instoppable. On ne peut plus me forcer à faire quelque chose que je ne voudrais pas, tu vois. Enfin, c'est... Tu m'as dit ça, que ça m'a marqué. Tu disais, mais avant j'avais des problèmes. Ouais, maintenant j'en ai plus. Maintenant j'en ai plus, en fait. Exactement, ouais. Tu disais que ta sœur, Guillaume et toi, vous vouliez être des meilleures personnes pour Ten, mais ça t'a aussi changé ta vision de la vie quelque part. Complètement, ouais. Est-ce qu'avant Ten, tu avais cette notion, moi je l'avais jamais eu avant récemment, que la vie elle peut s'arrêter du jour au lendemain? Est-ce que tu l'avais déjà eu ça? Pour nous-mêmes, tu vois, en tant qu'humains. Alors, oui, parce que j'avais perdu une tante assez jeune, et du coup j'avais la notion que la vie peut s'arrêter tôt, mais parfois tu t'imagines un peu le décès de tes parents, ou le premier corps mort que tu vas voir dans ta vie, c'est peut-être la main de tes parents lorsqu'ils vont partir, et au mieux le plus tard possible dans ta vie. Mais tu t'imagines pas que le premier corps mort, ce sera ton enfant. Ça tu vois, t'es jamais prêt à ça. Mais par contre, ouais, effectivement, là, j'ai plus peur de la mort. Pour moi, maintenant, ça fait partie intégrante de la vie. Et ton rapport à la mort avec Aise, est-ce que t'es beaucoup plus stressée? Ah ouais. Par rapport au fait qu'il puisse lui arriver quelque chose? Ça, j'en ai beaucoup parlé à la psy, un peu moins maintenant. Mais au tout début, j'imaginais le pire dans ma tête, un accident de voiture, tout. C'est encore maintenant une grosse source d'angoisse. De me dire, je pense que pour Guillaume aussi d'ailleurs, de se dire que tout peut arriver et le pire peut arriver, et du coup le pire ce serait de perdre Aise, et du coup oui, c'est une énorme source d'angoisse après Athènes. Ouais. Là, rien que d'en parler, là j'ai des palpitations, parce que je sais que j'y pense beaucoup. Avec Aise, après, ça s'est passé quand même. Tu disais que tant que toi, t'allais pas bien, évidemment, c'était très compliqué pour lui. Est-ce qu'il a parlé de sa petite sœur? Est-ce qu'il posait des questions? Parce que les enfants, ils ont besoin de beaucoup de répétitions pour comprendre, et c'est abstrait, c'est flou, la mort, surtout à 2 ans et demi. Alors, on n'a pas fait les choses parfaitement bien avec Guillaume. C'est qu'en fait, il avait reçu, pour le préparer à l'arrivée d'une petite sœur, il avait reçu un petit bébé, un petit poupon, tu vois. Et il aimait bien lui donner le biberon, lui changer la couche, etc. Et pour moi, c'était trop dur de voir ça. Et du coup, j'ai mis au grenier. Et du coup, il me posait tout le temps la question, où bébé? Et on n'a pas su s'il parlait de Ten ou s'il parlait du bébé, du poupon. Et c'était peut-être un mélange des deux. Ça a été un peu étrange comme période. On lui a dit, Ten, elle reviendra, ta petite sœur, elle reviendra pas. Et puis l'autre bébé, c'était Mamili qui était venue avec pour que tu puisses jouer avec. Et puis elle est repartie avec. Et si tu veux, tu pourras jouer avec l'autre petit bébé lorsque tu iras à Strasbourg. Mais tu vois, on était dans une telle période. Pour moi, c'était impossible de voir Ézéchiel donner un biberon à ce petit poupon-là à ce moment-là. Donc j'étais obligée de le bazarder. Et ouais, du coup, la question, où bébé? Mais Et aujourd'hui, 3 mois après, il en parle, il est toujours stressé par rapport à toi? Par rapport à moi, toujours, ouais. Déjà assez fusionnel, mais très attaché, tu vois. Si je suis pas là quand il se réveille, c'est un peu chaud, mais bon. Et souvent, on fait des petites prières, tu vois, avant de dormir. Merci Dieu pour mon papa et ma maman. On est catho, donc on fait des petites prières comme ça. Et tout le temps, dedans, on inclut Ten. Et il aime bien, tu vois, encore prière. Mais il dit pas Tennessee, il dit pas ma petite sœur. Mais il aime bien quand on parle comme ça. Merci Dieu pour mon papa, ma maman, Mamili, Papili.
mon ange gardien Tennessee, ce genre de truc. Il aime bien que je lui répète. C'est difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête. Hein. Il est petit, c'est clair. Est-ce que à la maternité, on vous explique que ça peut être une option de laisser S voir Ten? Est-ce que c'est impossible pour un enfant de cet âge-là? Qu'est-ce que c'est le rapport à la mort physique pour un petit garçon? Est-ce que c'est une option que vous avez envisagée? Je me pose vraiment la question. Je me souviens pas qu'on l'ait évoqué, mais je pense que... Moi, je trouve qu'il était vraiment jeune. Et tu vois, il court encore beaucoup partout. Tu sais jamais quelle réaction il peut avoir. Et moi, j'étais pas prête à aller la revoir après, de toute manière. Donc, j'aurais pas pu l'accompagner. Et je crois que Guillaume, il avait besoin de ce temps seul avec Ten, pas avec Ez et Ten. Et je suis sûre que tu peux emmener tes aînés voir leur petit frère ou leur petite sœur. C'est sûr que c'est possible. En fait, t'as un peu tous les passe-droits. Hein. Quand tu perds ton enfant, on te dit, bon, normalement, on n'a pas le droit, mais vu les circonstances, évidemment que vous pouvez. Tu vois, on te laisse un peu... Parce que tu t'étais posé cette question ou même t'expliquer que elle verrait jamais ses parents, elle verrait jamais son grand frère. D'avoir une photo à vous 4. Vous avez une photo à 3 aussi? On n'a pas de photo à 3. Donc tu n'as que les photos de elle dans tes bras. Ouais, et de Guillaume. Mais vous n'avez pas voulu avoir ces photos-là? Ou vous n'y avez pas réfléchi? Tous les 4? Mm-hmm. En fait, à la base, je pensais pas que j'aurais une infection des reins et que je serais à l'hôpital longtemps après. Et j'avais pas envie que Ézéchiel voie l'hôpital. Tu vois, ce côté très médicalisé, etc. Je pense que ça aurait pu lui faire peur. Finalement, il y est allé, il m'a vu sous perf, etc. Mais je voulais pas qu'il me voie comme ça, en blouse. Diminué. Ouais. Et en plus, tu sais pas à quel moment ça arrive, l'accouchement. Tu sais pas à quel moment ça peut être la nuit, le jour. Hein. Donc, fallait le préparer avant. Non, mais en fait, ça a jamais été une question. Ça a jamais été une question, non. Et aucun regret sur le fait qu'il l'ait pas vu. Je pense qu'il aura des photos. S'il veut les voir, il pourra les voir. Et on en parlera toujours. Mais moi, j'étais pas du tout prête à voir mes 2 enfants. La mort vivant, c'était trop. Je pense, comme tu dis, c'est un choix personnel. Chacun fait comme il ressent que c'est OK avec lui ou pas. Quand tu as reçu les photos de Tennessee, on échangeait par texto et je t'ai dit que j'aimerais bien les voir. Et toi, ta réaction, c'est de dire, mais t'es sûre? Parce que ça peut faire peur et tu voulais me protéger, moi. Alors que cette relation où tu veux protéger les gens, alors que nous... On veut te protéger toi et on veut voir ton enfant, on veut pouvoir mettre une image sur Tennessee. Je sais que ça m'avait marqué quand j'avais fait cet épisode avec Betty qui parlait de la mort de Nathan, son fils, qui disait que le plus dur c'est quand les gens ne prononcent plus le prénom de ton enfant. Je sais que ça m'avait marqué parce que je me disais, moi je veux dire Tennessee, je veux l'écrire sur la plage, t'envoyer des photos et je veux, si toi t'es OK, la voir. Et tu penses que ça vient d'où cette peur ou tu vois, ce truc où tu veux protéger les gens de ton entourage alors que c'est nous, on veut faire l'inverse? Je sais pas, mais vraiment je voulais te dire merci en tant qu'amie d'avoir demandé des photos. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je sais que tout le monde le fera pas parce que c'est quand même dur un bébé mort. Mais ça m'a énormément touchée que tu m'aies demandé les photos. Mais c'est normal. Merci. Enfin, je trouvais. Et elle était très belle, c'est vrai. C'est des belles photos. Peut-être que pour des amis qui n'ont pas eu d'enfants, c'est quelque chose de trop difficile de se dire ça, mais quand on a eu des enfants, je pense que... Enfin, je me suis pas posé la question 2 secondes. En fait, quand tu m'as dit j'ai des photos, je me dis, mais moi, je veux... Si toi, t'es OK, évidemment, je veux les voir. Je veux pouvoir me dire, j'ai vu Tennessee. Et... En plus, on s'était vus avant que tu aies l'annonce, où j'ai des photos de toi et moi enceinte, mais avec Tennessee, mais tu sais pas encore que Tennessee, elle est malade. C'était juste après. C'est juste avant. Ouais. Quand tu l'as su, juste après. Et je sais pas, pour moi, ça me faisait... C'était normal, en fait. Et je pense que... Tu sais, comme quand tu dis, avant, je te jugeais parce que là, elle dormait. Si j'avais pas fait le podcast où j'avais écouté des parents parler de ça et à quel point c'est violent quand l'entourage fait comme si le bébé n'existait plus ou n'avait pas existé, ça m'a appris que le tabou, c'est le pire, en fait. Ouais, complètement, ouais. De pas en parler, ouais. Et je sais que tu as écrit aussi dans ton Google Calendar sa date de naissance. Et ça, c'est fort. Parce que je sais que...
Tu vois, si quelqu'un oublie l'anniversaire d'Aise, c'est pas grave, tout le monde a un calendrier hyper chargé, c'est pas grave. Mais si quelqu'un pense à l'anniversaire de Ten, pour nous, c'est très très fort. Et tu vois, même je l'ai fait avec mes filles, on a allumé des bougies pour Tennessee, Et moi, je suis pas croyante, je suis pas religieuse, mais c'était au contraire une manière de l'honorer. Et je trouve que c'était aussi une bonne opportunité avec mes enfants de parler de ce que c'est, de ce que ça peut arriver. Donc, mes filles, elles ont souvent posé la question, surtout Jasmine, qui a 2 ans et demi, qui a l'âge d'Aise, et qui disait, mais il est où son bébé à Lucie? Pourquoi il était malade? Et tu vois, elle essayait de faire sens à ce que ça voulait dire. Et à chaque fois, je leur proposais, est-ce que vous voulez qu'on rallume une bougie ce soir pour Tennessee? C'était dans les 4-5 jours avant et après sa naissance. Et elles étaient oui, on veut. Tu vois, les enfants, ils ont quand même vachement de capacité à comprendre le côté émotionnel et solennel et important. Et je voulais aussi qu'elle existe dans leur vie, enfin quelque part, tu vois, dans leur vie, d'en avoir parlé. Merci. Non, c'est normal. J'adore tes filles. Est-ce que aujourd'hui, ça t'angoisse ou te fait peur de devoir dire aux gens, j'ai 2 enfants, enfin d'expliquer, tu vois? Guillaume, on s'est posé question. Guillaume, lui, dit qu'il a un enfant, qu'il a un fils. Moi, ça dépend des personnes, en fait. Ça dépend... Tu vois, l'inscription d'Ézéchiel à l'école, elle m'a demandé est-ce qu'il a des petits frères et des petites sœurs. J'ai dit oui, j'ai expliqué parce que c'est l'école et que de toute manière, tout se sait. Mais si c'est quelqu'un que je connais pas, c'est très dur de dire oui, j'ai 2 enfants. Mais il y en a qu'un qui est vivant. Parce que les gens, ils sont tout de suite mal à l'aise. T'as pas envie de mettre les gens mal à l'aise. C'est ça que je te disais, tu vois, tu veux protéger les autres alors qu'on devrait, nous, être dans l'inverse, en fait. C'est pas évident. C'est sûr. Mais évidemment que pour nous, on a 2 enfants. Et évidemment que j'aimerais dire à tout le monde que j'ai 2 enfants et que ça me fait du mal de dire j'ai un fils. Et en plus, là, tu vois, c'est un peu l'âge où il a 2 ans et demi, donc on te pose la question, vous pensez au petit deuxième, etc. Donc à ce moment-là, oui, je le dis. Moi, j'ai aucun problème à le dire maintenant, pour le moment. Mais il y a 3 mois, je sortais dans la rue, il y a mes voisins qui me disaient « Alors, il est déjà arrivé, ce bébé ?» etc. Et ça, c'est dur. De devoir annoncer « Non, en fait, elle est morte. » Ça, c'est très, très dur. Parce que la réaction des gens, les larmes coulent tout de suite. Et toi avec? Et moi avec, ouais. On n'a pas du tout parlé de cette émotion, mais tu as beaucoup parlé de la joie, de la tristesse, de cette ambivalence de ces émotions, mais tu n'as pas parlé de la colère. Est-ce que tu as ressenti beaucoup de colère, de dire pourquoi ça m'arrive à moi et à elle? C'est vite passé. C'est très vite passé et j'ai ressenti plus de gratitude très vite de me dire, pour le contexte, toutes les deux on s'est rencontrées lorsqu'on vivait aux États-Unis, qu'on avait 17 ans. Et du coup, moi j'étais en Caroline du Nord, donc un état du Sud. J'ai vécu aussi en Floride, un état où là actuellement c'est très 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 tendu. Et je sais la chance que j'ai. Par rapport à l'avortement. D'être en France, par rapport à l'IMG, de pouvoir faire ce choix-là, etc. Et donc, moi j'ai eu vraiment ce sentiment de gratitude. Waouh, ce choix impossible à faire, moi je peux le faire quand même. Et en étant, parce qu'on parle de la santé reproductive des femmes, en étant en sécurité pour ton propre corps aussi. Ouais, on te force pas. Il y a des histoires terribles aux États-Unis, malheureusement, pour des mêmes situations que la tienne. Et c'est vrai qu'on critique beaucoup la France, mais pour nous qui avons vécu à l'étranger, sur le plan de la santé en tout cas, on est plutôt très bien lotis ici en France, même si on sait qu'il y a plein de choses à faire différentes, mais il y a quand même une solide base et comme tu dis, de la chance de ça. Donc t'as pas eu cette colère, ou pas longtemps en tout cas, et t'as réussi à changer ton mindset autour de la gratitude et du fait que tu veux être une meilleure personne pour elle. En fait, c'est une façon de l'honorer. Ouais, complètement. Ouais. Mais on va essayer de trouver avec Guillaume des moyens de l'honorer. Je sais qu'on a envie de de fêter son anniversaire chaque année. Et ça va permettre aussi à Ézéchiel de l'ancrer plus dans notre famille, etc. Mais t'as envie d'honorer ton enfant qui n'est plus là, de la faire vivre d'une manière ou d'une autre. Tu m'as demandé des photos d'elle. J'ai une copine qui lui a écrit une lettre. Ça aussi, c'était très, très fort pour moi parce que
Elle n'a pas écrit une lettre pour moi, elle a écrit une lettre pour Ten. Et tu vois, la faire vivre comme ça, en tant que personne, pas en tant que fille de Lucie et Guillaume qui est partie trop tôt, pour moi, c'est très très fort. Et puis t'as des copines qui t'ont fait des t-shirts avec Mom of Two, avec voilà, des choses qui... J'ai un copain qui a couru le marathon de Los Angeles et il avait écrit sur son bras Tennessee. Enfin, Ten, parce que bon... C'est un peu long. C'est un peu long, ouais. Mais tu vois, qui a couru un marathon en l'honneur de ma fille, c'est beau, tu vois. Ouais, je le dis pour que, voilà, s'il y a des gens qui ont dans leur entourage quelqu'un qui vit ça, se disent que les toutes petites choses, en fait, sont des hommages immenses pour vous, les parents, au final. Même moi, tu vois, je me souviens que j'avais pas pris le temps d'écrire à Guillaume et que je lui ai écrit un message pour lui dire que je pouvais pas savoir ce que vous ressentiez, mais que voilà, je pensais à lui et je sais qu'il m'avait répondu qu'il était touché parce que je pense aussi que le papa, on le considère différemment dans ces moments-là, même si ta douleur, elle est voilà, il n'y a pas d'équivalence à ta douleur en tant que mère qui a porté ce bébé, mais le père, il est là aussi. Et peut-être qu'on l'est encore plus parce que ce sont des hommes et qu'on parle pas d'émotion et qu'en fait elle est là l'émotion, la douleur, la difficulté. C'est vrai que c'est très dur pour les papas parce qu'ils passent un peu à la trappe, quoi. Ils doivent rester forts au moment de l'accouchement, après, avant, et on pense moins à eux. On arrive sur les 2 dernières questions. Si ça fait très peu de temps, mais si tu devais dire la chose qui a été la plus compliquée pour toi à gérer dans toute cette aventure, ce serait quoi ? Je pense que tout est assez, chaque stade est assez compliqué. Et là, je me pose beaucoup la question de l'après, de l'enfant d'après, etc. Et je pense que ça aussi, ça va être compliqué. La grossesse d'après, d'être sereine. On sait que le bébé ressent beaucoup de choses dans le ventre de la maman. J'ai pas envie qu'il ressente ou qu'elle ressente cette anxiété-là. Et en fait, il se passe un truc de dingue ce week-end. On a rencontré un oncle de Guillaume. Et en fait, on savait pas. Enfin, moi, en tout cas, je savais pas du tout. Guillaume savait un peu. Mais c'est l'enfant d'après. En fait, la grand-mère de Guillaume a eu un fils qui s'appelait Rémi, qui a vécu 2 jours. Et lui, c'est l'enfant d'après. Sauf qu'elle est tombée enceinte tout de suite après. 1 mois ou 2 mois après. Et il nous en a parlé avec beaucoup d'émotion. Et c'est le trauma de sa vie. D'avoir été toujours comparé à Rémi. J'espère ne pas trop divulguer de choses personnelles. Donc je vais m'arrêter là. Mais c'est l'enfant d'après. Et ça a été dur pour lui. Et du coup, ça me fait beaucoup réfléchir. Pas faire porter ce poids-là à un enfant qui viendrait après. Mais j'imagine que dans vos groupes de parole, il y a des mamans qui ont eu des enfants après. Qu'est-ce qui ressort de ça ? Moi, du coup, j'ai pas encore participé au groupe de la grossesse d'après ou l'enfant d'après. Donc, je suis pas encore à ce stade. D'accord. Mais j'ai hâte de participer à ce genre de groupe de parole et de discussion parce que c'est un vrai sujet. Et je sais que là, j'ai repris un contraceptif parce que je suis psychologiquement pas encore prête à retomber enceinte. Et tu me disais aussi quelque chose important. Pour bien qu'on montre que quand on choisit d'accoucher à la maison, on n'est pas avec des œillères à se dire ce n'est que la seule option. C'est que si tu retombais enceinte, là, tu envisagerais beaucoup plus d'aller à l'hôpital que l'accouchement à la maison. Pour toi, ça serait trop insécurisant. Et c'est ce qu'on dit depuis le début. Qu'est-ce qui est ta sécurité ? Ça a changé ta façon de voir ça, le risque. Ouais, et aussi parce que je pense que pour accoucher à la maison, il faut être en confiance. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup perdu confiance en la chance, en fait, tu vois, parce que finalement, la vie, c'est un coup de bol. Et finalement, je me dis que là où je me sentirais le plus safe pour l'instant, après le cheminement peut faire que je changerai peut-être d'avis. Je me dis qu'un accouchement à l'hôpital sera privilégié. Mais avec Guillaume, vu qu'on se dit que rien ne se passe jamais comme prévu, à mon avis, ce sera jumeaux et césarienne, parce que bon, faut faire un peu dans l'originalité, quoi. Alors, il faut dire que Guillaume a un jumeau. C'est pour ça que vous dites ça. Donc, vous savez ce que c'est, déjà. Enfin, lui, en tout cas. En tout cas, quand je t'entends parler, il y a quand même tellement de sourire, d'espoir et de bel hommage à Tennessee. Et comme tu dis, elle n'est pas venue pour rien. Sa vie, sa naissance, ce qui s'est passé, elle aura un impact sur toute ta vie, sur toi. Et parfois, je ressens de la peine pour les générations avant nous qui n'ont jamais eu
la chance ou l'occasion de pouvoir parler de ça. La grand-mère de Guillaume, tu vois. Oui. Elle n'a pas eu cet espace-là. La reconnaissance d'être endeuillée, elle n'a pas eu cet espace-là. Et que voilà, au moins notre génération, on permet la discussion et de faire vivre ses enfants à travers, comme tu dis, elle est partout. Et j'imagine que tu vois tout le temps des petits signes et tu te dis, ah, c'est elle. On devient très vite perché. Oh, le petit oiseau, oh, l'escargot. Alors le printemps, là, laisse tomber. Les bourgeons partout, c'est... Le papillon. C'est que des signes. mais en même temps, ça te maintient en vie. Ma dernière question, c'est, tu vois, tu disais que tu avais besoin de conduire pour essayer de penser à autre chose, de te vider la tête. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as trouvé pour arriver à justement que ce soit plus une obsession, que ce soit une belle obsession, c'est-à-dire que tu puisses penser à elle en étant sereine, et plus à ce que ça te tord le bide. Est-ce que tu y arrives ou est-ce que c'est encore trop dur ? C'est encore assez... je pleure encore tous les jours. Hein. Mais c'est plus des pleurs viscérales, c'est plus des cris dans ma voiture. C'est déjà pas mal. Mais honnêtement, ça dépend des jours. Il y a des moments où ça va pas et je me laisse cette journée en me disant écoute, ça va pas et laisse-toi le temps. Et Guillaume me laisse l'espace aussi pour pleurer, beaucoup. Donc on avance au jour le jour. C'est baby steps. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi. Ça va ? Ouais, t'es géniale. Merci de me donner l'espace pour en parler. Et tu sais, ce que je m'étais dit, c'est que je sais que ce serait un cadeau pour toi, pour peut-être Ézéchiel un jour, s'il a envie d'écouter, pour Guillaume. Je fais surtout pour les autres mamans. Parce que moi, j'avais besoin d'entendre des autres mamans. Tu vois, le podcast Au revoir, c'était... j'ai écouté 9 mois, 9 jours. Je l'ai écouté, l'épisode, mais une dizaine de fois. Juste parce qu'il y a tellement peu de ressources. Bah, j'espère que ça aidera des mamans et des papas à pouvoir traverser cette épreuve. Merci, Lucie. Merci à toi. C'était Lucie Vels, maman de 2 enfants, Eze et Tennessee. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. D'ailleurs, d'après Spotify, La Matrescence fait partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde, et notamment via WhatsApp. Alors un très 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 grand merci à vous de faire vivre ce podcast partout dans le monde et de le recommander. Si vous voulez soutenir La Matrescence, rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Vous pourrez participer à faire grandir ce podcast. Et petite nouvelle, le retour des cercles de la matrescence est arrivé, puisque le mois dernier, au mois d'avril, on a repris. C'est une fois par mois, le jeudi. Si ça vous intéresse, il faut participer via Patreon. Et on aborde un thème particulier chaque mois. J'en parle puisque dans cet épisode, on a parlé des cercles de femmes. Et même moi, c'est vraiment un rendez-vous que j'attends chaque mois, le jeudi, pour pouvoir parler à d'autres mères, et parfois même des non-mères qui se connectent tout ensemble. Merci de votre fidélité. Surtout, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.